Vous vous moquez de moi, murmurai-je en regardant le relevé de compte que j'avais entre les mains. Le nom du compte saute aux yeux, Hopeful Arts Foundation. À première vue, cela semblait légitime. Un nom d'association caritative, des virements réguliers depuis notre compte d'épargne commun et une adresse sans prétention. Mais je ne savais pas à quoi m'en tenir. La Hopeful Arts Foundation n'existait pas, et le flux régulier de retrait correspondait beaucoup trop bien aux réunions d'affaires nocturnes de Michael et à ses dépenses inexpliquées. J'ai senti le sang se retirer de mon visage alors que j'étais assise à la table de la cuisine, la preuve de sa trahison s'étalant devant moi. Je m'appelle Lilian, et pendant 10 ans, j'ai cru connaître l'homme que j'avais épousé. Michael était charmant. Couronné de succès et prompt à afficher un sourire rassurant chaque fois que la vie nous mettait des bâtons dans les roues. C'était le genre d'homme qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la parole, et pendant des années, j'ai cru tout ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, en regardant ce relevé bancaire, il m'était impossible d'ignorer la vérité. Michael ne se contentait pas de prélever de l'argent sur nos économies. Il l'utilisait pour financer sa maîtresse sous le couvert d'une fausse association caritative. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser. J'ai retracé les transactions, chacune menant au même compte. J'ai cherché sur Google le nom de l'organisation caritative, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui prouverait que mes soupçons étaient infondés. Je n'ai rien trouvé. Pas de site web, pas de présence sur les médias sociaux. Pas d'historique. J'ai cliqué sur l'adresse figurant sur le relevé bancaire. Elle menait à un immeuble de bureaux générique en ville. Je savais que Michael n'avait aucune raison de s'y rendre. Mon cœur s'est serré. Ce n'était plus une simple intuition. C'était un fait. Une heure plus tard, Michael est entré dans la cuisine, sifflotant pour lui-même en déposant sa mallette sur le comptoir. « Hey, babe », dit-il en se penchant pour m'embrasser. « Comment s'est passée ta journée ?» J'ai forcé un sourire, glissant le relevé bancaire sous une pile de courrier. « Bien, j'ai juste passé en revue quelques factures. »« Quelque chose d'intéressant ?» me demande-t-il en attrapant une bouteille d'eau dans le frigo. Non, toujours la même chose. Répondis-je avec désinvolture. Ma voix s'est stabilisée malgré la tempête qui se préparait en moi. Il hocha la tête, inconscient, et sortit de la pièce. Dès qu'il fut parti, j'expirai en tremblant, m'agrippant au bord de la table pour me stabiliser. Ce n'était pas le moment de l'affronter, pas encore. Michael était intelligent, mais il était devenu négligent, suffisamment négligent pour laisser des traces. Si je devais gérer cette situation, je devais être plus intelligente. En me rasseyant, j'ai ouvert un nouveau carnet et j'ai commencé à prendre des notes. Les dates, les montants, les habitudes, tout était consigné dans mon livre de compte improvisé. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais j'étais sûre d'une chose. Michael n'allait pas s'en tirer comme ça. Il se croyait intouchable. C'était sa première erreur. Cette nuit-là, je restais éveillée, fixant le plafond. Michael dormait profondément à mes côtés, ignorant totalement que l'équilibre délicat de notre vie commune avait été rompu. J'y repassais dans ma tête chaque moment suspect, les voyages d'affaires de dernière minute, les appels téléphoniques qu'il passait tard dans la nuit dans le garage, et les vagues explications qui ne s'additionnaient jamais. Pendant des années, j'ai ignoré mon malaise, me persuadant que j'étais paranoïaque. Maintenant, j'en avais la preuve. Le lendemain matin, après le départ de Michael pour le travail, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai plongé plus profondément dans la piste qu'il avait laissée derrière lui. Plus j'en découvrais, plus j'étais en colère. Non seulement il avait versé des dizaines de milliers de dollars à cette organisation caritative, mais il les avait également utilisés pour payer des articles de luxe, des vols et des séjours à l'hôtel. Une facture sort du lot. Un reçu pour un collier de diamants, livré à une adresse que je ne reconnaissais pas. Mon estomac s'est retourné lorsque j'ai cherché l'adresse sur Google. Il s'agissait d'un complexe d'appartements haut de gamme situé à l'autre bout de la ville. Il n'a pas fallu longtemps pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. L'appartement appartenait à Rebecca.
La femme dont j'avais entendu Michael dire qu'elle n'était qu'une collègue. J'ai serré les poings, la trahison me frappant de plus en plus fort à chaque nouvelle découverte. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait des mensonges, de la manipulation, de l'audace d'utiliser nos économies durement gagnées pour soutenir sa maîtresse. J'ai appelé ma meilleure amie Amanda plus tard dans la journée. Elle avait toujours fait preuve de sang-froid, et c'est vers elle que je me tournais lorsque la vie me paraissait écrasante. Tu n'es pas sérieusement en train de penser à laisser passer ça, n'est-ce pas? M'a-t-elle demandé après que je lui ai tout expliqué. Bien sûr que non, ai-je répondu en faisant les 100 pas dans le salon. Mais je ne peux pas l'affronter. Il va nier, déformer l'histoire, me faire passer pour la méchante. J'ai besoin de quelque chose de plus fort. Quelque chose dont il ne pourra pas se défaire par la parole. Amanda reste silencieuse pendant un moment. Et les autorités? Ne pourriez-vous pas le dénoncer pour fraude ou détournement de fonds? Sa suggestion a fait germer une idée. Peut-être, ai-je dit lentement, mais je dois d'abord rassembler plus de preuves. Et si je fais cela, je dois m'assurer qu'il ne pourra pas échapper aux conséquences. Au cours de la semaine suivante, je suis devenue une femme en mission. J'ai imprimé tous les relevés bancaires, copié toutes les transactions et constitué un dossier si hermétique que même Michael ne pourrait pas le percer. J'ai même contacté un enquêteur que j'avais trouvé sur Internet, spécialisé dans la fraude financière. L'enquêteur, l'inspecteur Carter, a accepté de me rencontrer la semaine suivante. Et si ce que vous dites est vrai, m'a-t-il dit au téléphone, nous pouvons certainement monter un dossier. Mais j'ai besoin de preuves concrètes pour aller de l'avant. Vous les aurez? Ai-je répondu, la voix ferme. Pour la première fois depuis que j'avais découvert la trahison de Michael, j'ai senti une lueur de contrôle. Il se croyait malin, mais il ne s'attendait pas à ce que je me défende. Lorsque j'ai rencontré l'inspecteur Carter, mon dossier était un chef-d'œuvre méticuleusement organisé. Chaque transfert, chaque achat, chaque lien avec la soi-disant association caritative de Michael était documenté dans les moindres détails. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à l'autre bout de la ville, un choix délibéré pour s'assurer que Michael ne se douterait de rien. Carter était un homme d'une quarantaine d'années, aux yeux vifs qui semblaient tout saisir en même temps. C'est du solide, dit-il en feuilletant les pages de mon dossier. Vous avez fait le plus gros du travail pour moi. Il le fallait, ai-je répondu en buvant une gorgée de mon café. Michael est prudent, il sait comment couvrir ses traces. Mais ça fait des semaines que je garde ça pour moi. Et j'ai besoin de savoir que ça va mener quelque part. C'est le cas, acquiesce Carter. Avec ces preuves, nous pouvons lancer une enquête sur le compte de l'association caritative. S'il est aussi frauduleux qu'il en a l'air, la banque le gèlera et nous pourrons engager des poursuites. Le poids qui pesait sur ma poitrine a commencé à se dissiper, mais je n'étais pas encore prêt à me sentir soulagé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais remplir les documents nécessaires à l'ouverture d'une enquête formelle, a-t-il dit. Mais si vous voulez aller plus loin, nous pouvons monter un coup. Laissez-le penser qu'il n'a rien à craindre, puis prenez-le en flagrant délit. Cette idée m'a fait frissonner. Vous voulez dire attendre qu'il essaie de retirer de l'argent, exactement, dit Carter, le ton posé. Nous allons suivre le compte, surveiller son activité et nous coordonner avec la banque. Quand il passera à l'action, nous serons là. Ce soir-là. Je suis restée assise dans le salon sombre à repenser à tout ce que Carter m'avait dit. L'idée de laisser Michael creuser sa propre tombe était tentante, mais cela signifiait aussi jouer le rôle de l'épouse inconsciente pour un peu plus longtemps. Cela n'allait pas être facile, mais je savais que c'était la seule façon de s'assurer qu'il subisse les conséquences de ses actes. Le lendemain matin, j'ai transféré $50 000 sur le compte de l'association caritative. C'était l'argent que j'avais économisé sur un compte secret séparé pour les cas d'urgence. Michael n'en connaissait même pas l'existence. Mais je l'ai clairement indiqué dans le système bancaire. Dont en cours d'investigation. Michael n'a rien soupçonné. Les jours suivants, il s'est montré inhabituellement joyeux, fredonnant pour lui-même tout en consultant son téléphone et en faisant des allusions à de grands projets. Je souriais quand c'était nécessaire.
Je riais à ses blagues et je jouais le rôle de l'épouse qui le soutenait. À eu fond de moi, je comptais les jours jusqu'à ce que le piège soit tendu. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les jours qui ont suivi ont ressemblé à un test d'endurance. Chaque matin, Michael entrait dans la cuisine avec un élan supplémentaire, vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle tout en marmonnant des choses comme encore un peu, et tout rentrera dans l'ordre. Je souriais derrière ma tasse de café, faisant semblant de partager son excitation. Il était loin de se douter que l'endroit où tout se mettait en place était une cellule de détention. L'inspecteur Carter m'a tenu au courant de l'enquête. La banque avait signalé le compte et l'avait placé sous étroite surveillance. Chaque transaction, chaque connexion, chaque transfert était désormais scruté à la loupe. Il devient imprudent, m'a dit Carter lors d'un de nos appels. Les schémas sont clairs. Il prépare un gros retrait. Quand pensez-vous qu'il va essayer? Ai-je demandé en faisant les 100 pas dans mon bureau. À eu cours de la semaine prochaine, a répondu Carter, quand il le fera, nous aurons tout préparé. Êtes-vous prêt pour la suite? Sa question est restée en suspens. Étais-je prête? Pendant des semaines, je me suis préparée à ce moment, mais maintenant qu'il était si proche, le doute s'insinuait. Oui, dis-je fermement, balayant l'hésitation. Je suis prête. Ce week-end-là, Michael annonça qu'il partait tôt le lundi matin pour un voyage d'affaires. Il s'est donné en spectacle en préparant son sac, en y ajoutant des costumes et des cravates comme s'il se rendait à une conférence importante. Une autre affaire, demandai-je nonchalamment, tout en pliant le linge à proximité. Quelque chose comme ça. Il a répondu en souriant. De grandes opportunités se profilent à l'horizon. Ne m'attendez pas. Je serai probablement absent toute la journée. J'ai acquiescé, me mordant l'intérieur de la joue pour m'empêcher de sourire. Et la nuit précédant son voyage, je n'arrivais pas à dormir. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, écoutant le rythme régulier de la respiration de Michael à côté de moi. Une partie de moi voulait le secouer pour le réveiller, le confronter à ce moment précis. Mais je ne pouvais pas, j'étais allé trop loin pour laisser mes émotions gâcher mon plan. Au lieu de cela, j'ai répété en silence chaque étape de ce qui allait se passer le lendemain. Carter m'avait assuré que les autorités agiraient rapidement, interceptant Michael à la banque au moment où il tenterait de retirer l'argent. Et je serais là pour en être témoin. Le matin venu, Michael m'embrassa sur la joue en partant, sa suffisance habituelle rayonnant pratiquement de lui. « Souhaite-moi bonne chance. » dit-il en attrapant son sac. Bonne chance, répondis-je d'une voix ferme. J'espère que tout se passera exactement comme tu le souhaites. Ce n'était pas un mensonge, après tout. Dès que la voiture de Michael est sortie de l'allée, j'ai pris mon sac et j'ai quitté la maison. Mon cœur battait la chamade pendant que je me rendais à la banque, l'adrénaline grimpant à chaque kilomètre. Lorsque je suis arrivé, l'inspecteur Carter était déjà là, près de l'entrée, avec une petite équipe d'agents en civil. Il m'a fait un signe de tête sec lorsque je me suis approché. Et elle ne s'est pas encore présentée, dit Carter. Mais nous avons confirmé son rendez-vous de retrait. Il sera bientôt là. Je jette un coup d'œil à la rue animée qui nous entoure, l'estomac noué. Et vous êtes sûr que ça va marcher? Il n'aura pas le temps de s'éclipser, l'expression de Carter était calme mais résolue. Dès qu'il tentera d'accéder au compte, la banque nous alertera. Il n'ira pas loin. Je m'éloigne de l'entrée, me plaçant juste à l'abri des regards. De mon point de vue, je pouvais voir clairement les portes sans me faire remarquer. Les minutes s'écoulaient, chacune d'entre elles me paraissant une éternité. Enfin, la voiture de Michael entra dans le parking. Il en sortit vêtu d'un costume bien taillé, ressemblant à s'y méprendre à l'homme d'affaires prospère qu'il aimait représenter. Mes mains se serrèrent en point tandis que je le regardais entrer dans la banque avec assurance. À l'intérieur, la scène se déroula comme Carter l'avait prédit. Michael s'est approché du guichet, a donné ses informations et a attendu que le caissier accède au compte signalé. À travers les portes vitrées,
j'ai vu le moment où la caissière s'est arrêtée, jetant un coup d'œil nerveux au directeur qui se trouvait à proximité. L'attitude confiante de Michael a légèrement faibli, mais il l'a masqué par un sourire charmant, s'appuyant nonchalamment sur le comptoir comme si de rien n'était. Le directeur de la banque s'est alors approché, suivi de près par 2 officiers en civil. Je ne pouvais pas entendre ce qui se disait, mais j'ai vu le visage de Michael se tordre de confusion, puis d'indignation. Quelques secondes plus tard, les agents ont présenté leur badge et l'ont menotté. Ses protestations étaient étouffées par le verre épais, mais son langage corporel racontait toute l'histoire. Le choc, le déni, enfin, la panique. Je suis sorti de l'ombre, me tenant juste derrière l'entrée de la banque pendant qu'il l'escortait à l'extérieur. Lorsque ses yeux ont croisé les miens, son expression s'est transformée en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur à l'état brut. Lilian, bredouilla-t-il, la voix fêlée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai sorti un dossier de mon sac, les papiers du divorce que j'avais préparé il y a des semaines. Et je les lui ai tendus tandis que les officiers le conduisaient devant moi. Considérez que c'est ma dernière donation, ai-je dit d'un ton glacial. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais les officiers l'ont fait monter dans une voiture avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Alors que la voiture s'éloignait, Carter s'est approché de moi. C'était propre, a-t-il dit. Il n'ira nulle part avant longtemps. J'ai acquiescé, expirant un souffle tremblant. Pour la première fois depuis des semaines, le poids qui pesait sur ma poitrine a commencé à s'alléger. C'était fini. Le trajet jusqu'à la maison m'a semblé surréaliste. Les événements de la matinée tournaient en boucle dans mon esprit. Les officiers qui passent les menottes à Michael, le choc dans ses yeux lorsqu'il réalise que j'ai toujours eu une longueur d'avance. J'aurais dû me sentir triomphant. Mais tout ce que je pouvais faire était un mélange d'épuisement et de soulagement. L'adrénaline qui m'avait alimenté pendant des semaines commençait enfin à s'estomper, laissant derrière elle un vide tranquille. Lorsque je me suis garé dans l'allée, Amanda m'attendait. Elle avait insisté pour venir m'aider à fêter l'événement, mais elle me connaissait assez pour apporter une bouteille de vin au lieu de ballon. Tout s'est passé comme prévu? Me demanda-t-elle lorsque je sortis de la voiture. J'ai hoché la tête en balayant une mèche de cheveux de mon visage. Il est en garde à vue. Ils l'ont attrapé au moment où il a essayé d'accéder au compte. Elle écarquille les yeux. Et vous avez? J'ai brandi mon dossier vide, un léger sourire se dessinant sur mes lèvres. J'ai remis les papiers du divorce en main propre. Amanda laissa échapper un petit sifflement. Rappelle-moi de ne jamais me mettre dans tes pattes. À l'intérieur, nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Le vin versé et le silence pesant. Amanda a fini par le rompre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai fait tourner le vin dans mon verre, fixant ses profondeurs rouges. Maintenant, je réfléchis à la suite. La maison, les finances, tout est en suspens jusqu'à ce que la procédure judiciaire soit terminée. Mais au moins, je n'ai plus à faire semblant. Elle s'est adossée à sa chaise, m'observant. Tu sais, tu as mieux géré cette situation que la plupart des gens ne l'auraient fait. Tu ne t'es pas contenté de le laisser te marcher dessus. J'ai haussé les épaules, sentant le poids de ses paroles. Je n'ai pas eu le choix. Il ne s'est pas contenté de me trahir. Il a utilisé notre avenir pour financer ses mensonges. Je ne pouvais pas le laisser s'en tirer comme c'est. À fur et à mesure que la journée avançait, la réalité de ma nouvelle vie commençait à s'imposer. Michael était parti. Son simulacre d'association caritative avait été démasqué et le gâchis financier qu'il avait créé allait bientôt être réglé. Il y avait encore tant à faire, des réunions avec des avocats, des déclarations pour les autorités. Mais pour la première fois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Ce soir-là, je me tenais près de la fenêtre, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances d'or et de pourpre. Amanda était partie depuis des heures et la maison était silencieuse, à l'exception du faible ronronnement du réfrigérateur. Cette maison avait été un symbole de la vie que Michael et moi construisions ensemble. Maintenant, elle ressemblait à un monument à ses mensonges. Mais elle m'appartenait désormais,
et je la reconstruirai selon mes propres termes. Le lendemain de l'arrestation de Michael, les appels ont commencé à affluer. Des avocats, des enquêteurs, et même des membres de la famille qui avaient appris la nouvelle et voulaient connaître la vérité. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes, griffonnant des notes pendant que je parlais à l'inspecteur Carter. Les charges retenues contre lui sont solides, a-t-il expliqué. Fraude, détournement de fonds et falsification de documents de charité. Il risque une lourde peine de prison, surtout avec les preuves que vous avez fournies. Et l'argent qu'il a pris ? J'ai demandé, en tapotant mon stylo sur le bloc-notes. Les fonds sont gelés pour l'instant, a répondu Carter. Une fois l'enquête terminée, nous nous efforcerons de récupérer ce qu'il reste. Quant aux biens qu'il a achetés, ils seront probablement saisis dans le cadre de l'affaire. J'ai acquiescé, un sentiment de satisfaction s'installant en moi. Pour la première fois, j'avais l'impression que la voie à suivre était claire. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré mon avocate. Une femme à l'esprit vif nommée Clara, qui n'a pas perdu de temps pour aller droit au but. Avec les documents de divorce signifiés et son arrestation enregistrée, la procédure devrait être simple, a déclaré Clara en feuilletant un épais dossier de documents. Vous aurez de solides arguments pour sécuriser la maison et protéger le reste de vos biens. Les économies communes ? J'ai demandé, la voix plus ferme que je ne le sentais. C'est plus délicat, admet Clara. En fonction de ce qu'il a dilapidé, il n'y aura peut-être pas grand-chose à partager. Mais étant donné les circonstances, je ferai en sorte que vous conserviez la part du lion. J'ai acquiescé, me préparant aux retombées financières. Je veux juste en finir. Ce sera le cas, m'a assuré Clara, d'un ton ferme. Tu as déjà pris les mesures les plus difficiles. Le reste n'est que de la paperasserie. Les jours suivants, je me suis attachée à démêler ma vie de celle de Michael. J'ai contacté la banque pour mettre à jour mes comptes. J'ai programmé des consultations avec des conseillers financiers et j'ai commencé à faire le tri dans le désordre qu'il avait laissé derrière lui. C'était épuisant, mais à chaque tâche accomplie, je me sentais un peu plus légère. Un soir, Amanda est passée avec un plat à emporter et une bouteille de vin. Tu as l'air d'aller mieux, dit-elle en me tendant l'assiette de la mène. Comme si tu avais enfin dormi un peu. À peine, ai-je répondu en riant, m'enfonçant dans le canapé à côté d'elle. Mais ça fait du bien de faire quelque chose, tu sais. Pendant si longtemps, je me suis sentie coincée, comme si je ne faisais que suivre le mouvement. Maintenant, je me sens libre. Elle leva son verre pour porter un toast. À la liberté, donc. J'ai fait teinter mon verre contre le sien, un sourire se dessinant sur mon visage. À la liberté. A eu fil des jours et des semaines. J'ai commencé à voir les pièces de ma vie s'assembler. Les procédures judiciaires étaient en cours. L'enquête sur la fraude de Michael se poursuivait et je retrouvais peu à peu mon indépendance. Un soir, je me suis retrouvée dans le salon, à regarder un PAN de mur vide où était accroché le tableau de Michael. Elle avait été saisie dans le cadre de l'enquête et, en son absence, l'espace semblait plus lumineux, plus léger. J'ai souri, réalisant que le vide n'était pas un vide, mais une table rase. Et j'étais prête à la remplir avec quelque chose de mieux. Un mois après l'arrestation de Michael, je me tenais dans le salon, entourée de cartons. La maison semblait différente, plus calme, plus légère, comme si elle retenait son souffle, attendant le prochain chapitre. J'étais en train d'emballer les derniers vestiges de sa présence, ses cravates, ses boutons de manchette et la pile de carnets qu'il disait toujours contenir ses idées brillantes. La plupart de ces objets étaient maintenant des preuves, mises en boîte et étiquetées pour les enquêteurs. Il y avait une étrange satisfaction à voir tout cela disparaître. Chaque objet qui quittait la maison était comme un poids en moins, un petit pas de plus vers la réappropriation de l'espace. La procédure judiciaire se déroulait sans heurts, grâce à l'approche pragmatique de Clara. Un matin, elle m'a appelé pour m'informer de la situation. Le juge penche en votre faveur, dit-elle. Compte tenu des circonstances, il est probable que vous conserverez la pleine propriété de la maison et toutes les économies restantes. Je me suis adossée à ma chaise, soulagée. C'est une bonne nouvelle, ai-je dit,
même si la réalité me paraissait encore surréaliste. Il est également question de dédommagement, a ajouté Clara. Et si le tribunal le déclare coupable de tous les chefs d'accusation, on pourrait lui ordonner de rembourser une partie de ce qu'il a pris. J'ai haussé un sourcil. De quoi? De son faux compte de charité, elle s'est esclaffée. Je n'ai pas tort, mais c'est tout de même une victoire symbolique. Tout en m'occupant de la logistique juridique et financière, j'ai commencé à réfléchir à mes prochaines étapes. Pendant des années, j'ai consacré mon énergie à soutenir Michael et ses ambitions, souvent au détriment de mes propres objectifs. Maintenant qu'il n'était plus là, j'avais la liberté de me concentrer sur moi-même. Amanda a été la première à me suggérer de prendre un peu de recul. Tu as vécu l'enfer, Lilian, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin. Tu mérites une pause, dans un endroit ensoleillé, sans aucun souvenir de Michael ou de ses bêtises. L'idée était tentante, mais je n'étais pas sûre d'être prête à partir tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à faire ici, dis-je en montrant la pile de documents sur la table. Tu en as fait plus qu'assez, a insisté Amanda. La maison, les finances, les affaires juridiques, tout est sous contrôle. Prends une semaine, recharge-toi et reviens prête à affronter la suite. Elle n'avait pas tort. Le lendemain matin, j'ai réservé un vol pour la côte. Ce n'était pas de grandes vacances, juste une petite escapade pour me vider la tête et réfléchir à ce que je voulais pour mon avenir. Alors que je faisais mes bagages, j'ai ressenti un sentiment d'anticipation que je n'avais pas connu depuis des années. Pendant si longtemps, ma vie avait tourné autour de Michael, de ses besoins, de ses projets, de ses trahisons. Maintenant, pour la première fois, je prenais des décisions uniquement pour moi, et c'était incroyable. Lorsque l'avion a décollé, j'ai regardé par le hublot la ville se rétrécir sous mes pieds. C'était un moment de clarté tranquille. Un rappel que le passé ne me définissait pas et que l'avenir m'appartenait. Le voyage sur la côte était exactement ce dont j'avais besoin. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer sans le poids des mensonges de Michael. J'y passais mes matinées à marcher le long de la plage, la brise salée m'éclaircissant l'esprit, et mes après-midi à lire des romans pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. À eu troisième jour, j'ai ressenti une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. La trahison de Michael m'avait enlevé tant de choses. Du temps, de la confiance, un sentiment de sécurité. Mais elle ne m'avait pas prise. J'étais toujours là, toujours debout, et pour la première fois, j'ai réalisé à quel point j'étais forte. Un soir, alors que le soleil descendait sous l'horizon, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose, je me suis assise sur la terrasse de ma maison de location. Un carnet de notes à la main. J'avais toujours été la planificatrice dans notre relation, celle qui établissait les budgets, les vacances et les objectifs futurs. Mais maintenant, la page blanche devant moi n'était destinée à personne d'autre. Elle était pour moi. En haut de la page, j'ai écrit « Quelle est la prochaine étape ?» La liste est venue rapidement, presque sans effort. Redécorer la maison, la faire mienne, renouer avec mes amis, construire les relations que j'avais négligées pendant mon mariage, poursuivre ma carrière, investir en moi, me pardonner, me défaire de la culpabilité d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Lorsque j'ai posé mon stylo, la page était pleine et, pour la première fois depuis des mois, je me sentais pleine d'espoir. Lorsque je suis rentrée chez moi, la maison semblait différente. Ce n'était pas seulement l'absence des affaires de Michael, c'était son absence, sa présence, ses mensonges, son ombre sur tout. J'ai commencé modestement, en réorganisant les meubles et en changeant les œuvres d'art sur les murs. Chaque changement m'a donné l'impression de récupérer une partie de moi-même. J'ai également commencé à tendre la main à de vieux amis, des personnes dont je m'étais éloignée pendant le chaos de mon mariage. Leur soutien a été extraordinaire, me rappelant que je n'étais pas seule dans ce nouveau chapitre. Un après-midi, alors que je débarrassais le garage, j'ai trouvé une boîte étiquetée Keepsake, souvenirs. À l'intérieur se trouvaient des photos, des cartes et des souvenirs des premiers jours de ma relation avec Michael. Pendant un moment, j'ai envisagé de jeter tout cela à la poubelle, mais j'ai préféré le mettre de côté.
Ces souvenirs faisaient partie de mon histoire, même s'ils appartenaient à un chapitre que j'étais prête à clore. Je n'avais pas besoin d'effacer le passé pour aller de l'avant. J'avais juste besoin de l'assumer et de le laisser partir. Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction tranquille. Je me suis lancée dans la reconquête de ma vie, une petite victoire à la fois. La maison, qui n'était qu'un souvenir de la trahison de Michael, a commencé à me ressembler. J'ai peint les murs et les couleurs qui m'apportaient de la joie. J'ai remplacé les meubles par des pièces que j'aimais et j'ai transformé son ancien bureau en une bibliothèque remplie de livres que j'avais toujours voulu lire. Mes amis et ma famille ont remarqué le changement, non seulement dans la maison, mais aussi en moi. Tu sembles plus léger, m'a dit Amanda lors d'une de ses visites, comme si tu t'étais enfin débarrassé de tout le poids que tu portais. Je crois que c'est le cas, ai-je répondu avec un sourire. C'est incroyable ce qui se passe quand on arrête de vivre pour quelqu'un d'autre. Sur le plan professionnel, j'ai commencé à saisir des opportunités que j'avais mises en veilleuse pendant mon mariage. Michael avait toujours ignoré mes ambitions, me disant que j'étais mieux placée pour soutenir sa vision. Désormais, j'étais libre de construire la mienne. J'ai contacté un ancien collègue qui m'a mise en relation avec un projet de conseil. Ce n'était pas très prestigieux, mais c'était un début et cela m'a rappelé ce dont j'étais capable. Un soir, alors que j'examinais une proposition de client à la table de la cuisine, j'ai ressenti un sentiment de fierté que je n'avais pas éprouvé depuis des années. C'était la mienne, pas quelque chose que j'avais fait pour Michael, mais quelque chose que j'avais construit pour moi-même. Pendant ce temps, la procédure judiciaire avec Michael avançait régulièrement. Clara me tenait au courant, et chaque nouveau développement me semblait être un pas de plus vers la fin. Le jour où le divorce a été prononcé, j'ai fêté l'événement avec Amanda au cours d'un dîner. À un nouveau départ, a-t-elle dit en levant son verre. À ne plus jamais se contenter de rien, ai-je ajouté en faisant teinter le mien contre le sien. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre du tribunal concernant l'affaire de la restitution. Michael avait été condamné à rembourser une partie des fonds volés. Je savais que je ne verrais probablement jamais cet argent, mais c'était tout de même une victoire symbolique. J'ai rangé la lettre dans un dossier avec un sentiment de finalité. Le chapitre de la vie de Michael était officiellement clos. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé avec une tasse de thé, en regardant le coucher de soleil à travers les fenêtres nouvellement nettoyées. La maison était calme, mais elle n'était plus vide. J'avais l'impression d'être chez moi. Pendant si longtemps, je me suis définie par ce que j'avais perdu. La confiance, la sécurité, l'amour. Mais maintenant, j'apprenais à me définir par ce que j'avais gagné. La force, l'indépendance et le fait de savoir que je peux reconstruire, peu importe ce qui m'a été enlevé. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient, j'ai ouvert mon carnet et feuilleté la liste que j'avais dressée il y a plusieurs mois. La plupart des points étaient cochés, mais il en restait un sur lequel je devais encore travailler. Me pardonner. J'ai souri en ressentant un sentiment de paix. C'était un travail en cours. Mais pour la première fois, je me sentais prête à l'entreprendre.